Hey! Au cœur de la mode, saison 3, la fin du marathon. Enfin, le marathon est fini. Que dis-je? Le marathon est enfin fini! Alors, bonjour Julien Dacosta. Bonjour Loïc Prigent. Donne-moi ton poignet, je vais te démenoter du radiateur fashion. Je vais te rendre à la liberté civile. Qu'est-ce qui t'a manqué de la vraie vie pendant tout ce marathon mode? Ah mon chien, je l'ai pas assez vu. Oh, c'était très mignon parce que, donc Julien Dacosta, vous avez un chien depuis le mois de décembre. le mois de décembre et tous les gens de la mode nous ont tous demandé, c'était quasi systématique et c'était hyper mignon, comment va Thelma? Comment va Thelma? Et plus on avançait dans le marathon, plus les gens demandaient comment allait Thelma. On a tutoyé le gros fatiguement cette saison, non? Ah oui, carrément, ouais. Beaucoup trop de défilés. Alors, Loïc, il y a un truc, c'est que tout le monde nous a demandé par message milliers de messages que tu nous racontes l'histoire du coiffeur Léonard. Ah, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à en parler parce que j'évoquais fashionmoodboard.com. Fashionmoodboard.com, c'est quoi? Alors, c'est un site où on regroupe plein d'articles sur la mode et vous pouvez trouver plein de choses à lire. Il y a un article de Natacha Maurice, Pourquoi la mode est moche, qui répond à cette question, quand même, c'est une vraie question. Il y a des interviews. Cette semaine, il y a plein d'interviews très longues, très fournies, très émouvantes. Moi, elles m'ont beaucoup ému. Les premiers mannequins qui ont porté les transparences d'Yves Saint-Laurent dès 66, mais aussi dans les années 90 et 2000. Comment, quand tu es une jeune mannequin qui s'affirme comme pudique, tout d'un coup, on se retrouve à défiler sous à peine un voile de mousseline extrêmement transparent devant plein de gens. Et en fait, c'est un moment de beauté et qu'on accepte complètement de le faire, alors qu'au départ, pas forcément. Il y a des interviews comme ça, et il y a aussi des articles de mode un peu de fond, comme celui sur Léonard. Non pas Léonard, la marque de vêtements, mais tu sais que c'était la marque préférée de Rika Zaraï. Et je te jure, elle était à tous les défilés quand elle était en vie, Rika Zaraï. Et t'expliquais, Léonard, c'est fantastique parce que pour mes galas, je peux mettre mes robes Léonard dans la valise et elles se froissent pas. Ça se froissait pas, Léonard, apparemment. Sans doute que ça se froisse toujours pas. T'as pas de robe Léonard, toi? Non. Mais donc, c'est pas la marque Léonard. C'est pas la marque Léonard, c'est le coiffeur Léonard. Le fameux coiffeur Léonard qu'on voit dans le film Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Enfin, dans tous les films, je pense qu'il y figure. C'est un peu une pause divertissante dans ces films parfois dramatiques. C'est Léonard qui débarque et qui fait des coiffures pas possibles à Marie-Antoinette. Et du coup, dans fashionmoodboard.com, on a décidé de faire un portrait du saint patron de la coiffure très spectaculaire. Et donc on s'est dit, story time dans le podcast, on va vous raconter cet article dans le podcast. Alors Loïc, raconte-nous comment un coiffeur a sauvé puis perdu Marie-Antoinette. Oh, ça me fait plaisir que tu me le demandes. Marie-Antoinette aurait perdu ses cheveux de stress fin 1776 à cause de ses relations non consommées avec le roi serrurier Louis XVI qui virent au drame d'État. La reine de France est menacée de répudiation publique face à toute l'Europe goguenarde. Stress d'État, elle en perd ses boucles. C'est là qu'intervient Léonard, le coiffeur de la reine passé à la postérité. Oui, en gros, c'est un peu le coiffeur de Nabila aujourd'hui. Ah oui, voilà. Lui, il a du shampoing. Léonard Rottier devient star du cheveu en 5 ans parce que le champ est libre. Jusque-là, le coiffeur à la mode à la cour de France, c'est un certain Legros. Legros est un despote du peigne. Il a même une académie où il apprend aux domestiques comment coiffer leurs maîtresses et maîtres. Mais le jour où l'on tire des feux d'artifice tellement somptueux pour le mariage de Marie-Antoinette, bousculade, étouffement, noyade dans la Seine, Legros est pris dans un immense mouvement de foule et meurt étouffé. Ça s'invente pas quand même. C'est pas drôle? Si, c'est un peu drôle quand même. Le coiffeur. Ah là là. Du coup, Léonard a le champ libre. Son peigne sera le Stradivarius de Versailles. Il va devenir le général Diadème, le maréchal Perruque, le distributeur des diamants dans les mèches, l'étalagiste des perles sur la frange. Léonard juge très méchamment son prédécesseur Legros. Il le trouve vaniteux et bête. Il décrit ses coiffures comme d'ignobles combinaisons. Du perruquisme vulgaire, une coiffure serrée, mesquine, qui n'ose s'élever et qui rampe sur le front. Donc il va forcément faire l'inverse. Bah oui, minimalisme, maximalisme. En réaction à ces horreurs, Léonard dit qu'il veut que la coiffure exprime et modifie les passions, qu'elle enhardisse le regard, qu'elle se fasse coquette ou langoureuse ou mélancolique ou conquérante, qu'elle escalade le cœur de vive force comme un soldat à l'assaut. T'imagines ? En gros, des coiffures de théâtre, des coiffures de troisième acte, des coiffures Vésuve,
mais au quotidien. Léonard divise par zone la chevelure et il balance ici des grenats, là des perles, plus bas quelques fleurs, plus haut une rivière de brillants et une auréole d'étoiles, ou une coiffure macédoine. Alors quand je prends cette voix-là, c'est que je cite la biographie, il a fait une autobiographie, dont je suis pas si sûr qu'elle soit aussi auto que ça, mais bon. Il flotte sur gallica.fr, le site de la Bibliothèque de France, un texte qui serait autobiographique de Léonard et que je vais me permettre de citer pendant les minutes qui suivent. Les extravagances de Léonard vont parfaitement à un Versailles qui s'ennuie à crever de son protocole empesé. Donc si on se fie à cette autobiographie de Léonard, publiée en 1800, il fait constamment des diversions, il est bavard, il a bonne mémoire, il adore parler de polémiques, mais aussi de débauche, de vices organisés, d'adultère, avec une mémoire de Polaroid pour ce qui est des anecdotes graveleuses. On peut se demander s'il a vraiment tout écrit de sa plume, mais on va décider que ce témoignage vaut tout de même parce qu'il est plausible et que ça nous arrange. Le second chapitre, par exemple, commence par une description très précise d'une partie fine. Son esprit ne suit jamais une ligne droite, si ce n'est pour démontrer que les comtesses sont lubriques et les marquis sont faciles. Léonard se présente comme un timide provincial jeté en 1769 dans la bamboche parisienne. Il se donne moins de 3 ans pour devenir le premier coiffeur du globe terrestre. Pas mal d'écrire ça quand même. Bah, c'est bien d'être ambitieux. C'est vrai. Léonard promet à une danseuse qu'il rencontre la coiffure qui fera sensation, c'est le mot qu'il emploie. Il décrit les coiffures de ses débuts comme des salmigondis, assumant le côté incohérent du montage. Mais dès sa première danseuse coiffée, elle connaît un tel succès mondain qu'elle le demande en mariage. Le Léonard des débuts fourre dans ses créations des oripeaux, des bouts de ruban, de la verroterie, tout ce qui lui tombe sur la main et qui est moins gros qu'un fauteuil, et ne sent pas trop mauvais. Enfin ça on n'est même pas sûr d'ailleurs. L'ascension est fulgurante, forcément fulgurante. Très vite il accède aux appartements privés dans l'enfer de Versailles. Il est narcissique, il est orgueilleux, il est capricieux. Oui, donc il s'entend avec la reine. Voilà, bah oui. Sa créativité est complètement baroque, complètement débridée. Il crée des poufs capillaires, des échafaudages de gaz sur le crâne, des frisures fantastiques qui sont de véritables structures dans lesquelles on peut poser des trucs et des machins. Ce seront des cornes d'abondance qui vomissent du crâne avec des thèmes comme le jardin, les signes du zodiaque, les folies chinoises. Mais ça pèse lourd tout ça ? Oui, jusqu'à 5 kilos sur la tête. Impossible de danser quelque chose qui soit trop secoué. Port de tête aristocratique obligatoire. Mais forcément, on a envie de porter la création léonardienne quelques heures, vu l'élaboration chronophage. La question c'est combien de cervicalgie royale due aux excès de créativité de Léonard ? Mais son chef-d'œuvre à lui, c'est le bateau sur les cheveux de Marie-Antoinette. Exactement. La belle poule sur la tête. La Belle Poule, c'est le nom d'un bateau célèbre à l'époque. Et on peut penser que les caricatures qu'il engendre feront plus pour discréditer l'Ancien Régime que 1000 rapports complets sur le déficit. Cela dit, Léonard a du génie. Il sait distribuer les ombres sur un visage, nuancer un front trop bas, tirer une tempe ramollie. C'est un plasticien qui sait comment flatter les traits. Une génération de barbiers, de perruquiers, de caméristes, d'étuvistes et de baigneurs va lui vouer un culte. La chevelure de Bérénice a été mise au rang des astres. Ses contemporains jugent qu'il fait entrer la coiffure dans les arts poétiques à mi-chemin entre la statuaire, la déclamation et la composition musicale. Ah oui, c'est le Cristobal Balenciaga du cheveu. Bah voilà, c'est ça. Les chapeaux sont fournis par Rose Bertin, la ministre des Modes. Elle revend une fortune, un délicieux chapeau troussé à la bohémienne, mais aussi des chapeaux à la provençale et nombre de bonnets très pratiques pour les jours sans Léonard. Mais le problème collatéral, c'est de passer les portes, non ? Ah bah c'est sûr. Entre les talons délicats et les traînes encombrantes, une gamelle est vite arrivée. Il faut négocier chaque passage d'une pièce à l'autre. Un peu comme les énormes chars de la Gay Pride d'Amsterdam au moment de passer sous les ponts. C'est des espèces de structures de chars qui sont gonflables et on les dégonfle avant chaque pont et on les regonfle dans l'allégresse une fois l'obstacle passé. Ah, ça sent le vécu là. Ah bah oui. Non, t'as jamais fait la Gay Pride d'Amsterdam ? Non. C'est la seule qui est sur l'eau. Elle est géniale. Madame Campan écrit que toutes les modes et toutes les coiffures prirent des noms analogues à l'esprit du moment. Léonard propose ainsi une coiffure aux insurgents pour célébrer la Révolution américaine. La reine prend goût aux tenues moins lourdes quand elle est enceinte pendant le caniculaire été 1778. Et après la naissance tant attendue de sa première fille, Léonard coupe court les cheveux de la reine. Et il renouvellera la coupe courte pour la naissance du dauphin en 1781. La coiffure s'appelle à l'enfant et elle est suivie à la cour où les poufs géants disparaissent d'un coup. Ah oui, elle a eu les cheveux courts. Bah apparemment. Mais en fait, rebondissement, attends, c'est pas le pire. Léonard est triple. Il y a 3 Léonards. Quoi ?
Il y a 3 Léonard. Apparemment, ils sont 3 frères. Bon, ça, j'ai pas tout compris, mais apparemment, c'est un tour de passe-passe de l'histoire qui a réduit 3 coiffeurs en un seul. Léonard n'est pas un, mais 3 Gascons. Le premier Léonard, le plus âgé, qui monte à Paris et qui crée la marque. Il est le ministre des perruques bouffantes, mais il ne vient que le dimanche à Versailles parce que son salon lui prend toute la semaine. Et il coiffe la reine pour les grandes occasions. Le second frère coiffe la sœur du roi et d'autres sommités du palais. C'est fou, non? Et c'est le plus jeune des 3 Léonards qui coiffe tous les jours la reine et c'est lui qui file avec elle à Varennes. Me dis pas qu'ils sont mêlés à la fuite à Varennes. Ils sont mêlés à la fuite à Varennes. Mais c'est génial ton histoire. Alors, Léonard, oui, est mêlé à la fuite à Varennes. Pendant un temps, on l'a même accusé d'être en grande partie responsable de la chute de la monarchie, comme si Louis XVI avait eu besoin d'aide pour faire chuter son régime. Mais bon. L'historien Jules Michelet prête une influence réactionnaire très importante aux perruquiers de Paris. C'est-à-dire que tous les perruquiers, apparemment, selon lui, analyse surprenante mais fine, sont les premiers touchés par la chute de la monarchie. En effet, plus personne ne fait appel à eux. Les sans-culottes sont aussi les sans-perruques. Donc les perruquiers mangent du liège pendant la Révolution, après avoir mené grand train pendant tout l'Ancien Régime. Ils étaient indispensables à l'aristocratie qui consacrait ses matinées à la pose des perruques. Donc le soir de la fuite vers l'étranger, on demande au coiffeur officiel de la reine, Léonard, d'aller prévenir les différents intermédiaires sur le chemin. Il doit les informer avec quelques minutes d'avance que le carrosse royal est sur la route. Donc le voilà parti dans une première voiture en éclaireur. Une voiture importante puisqu'elle contient le coiffeur royal et un trésor rempli des diamants de la princesse Madame Elisabeth. Oh là là. Attends, Léonard est confus, il panique, il comprend rien à ce qui se passe. En fait, on ne l'a même pas bien informé de l'intégralité du plan parce qu'on s'est dit sans doute qu'un coiffeur, ça répète tout. L'amant de la reine, Fersen, a compartimenté et Léonard ne comprend pas sa mission. En plus, dès le départ du Louvre, la reine a mis plus de temps que prévu pour rejoindre son carrosse. Elle part avec plusieurs heures de retard, alors que Léonard doit prévenir les attroupements de militaires du passage du carrosse des fuyards. Or, ce qui se passe, c'est que les populations civiles s'inquiètent de ces grappes de hussards qui stationnent. Alors Léonard, trop nerveux, demande aux militaires de se faire discret et de s'évanouir dans la nature pour ne pas éveiller les soupçons. Pire, Louis XVI prend son temps, ne force jamais le rythme des chevaux. Le retard s'accumule, même en attendant des heures, on ne voit pas arriver Léonard qui ne comprend rien, qui dit aux soldats qui s'apprêtent à faire escorte au roi et à la reine « N'attendez pas, enfuyez-vous, tout le monde vous voit !» Et c'est ça qui est génial, c'est que Léonard, malgré lui, sauve la République, sauve la France, en dispersant les troupes de la cause royale. Lorsque le carrosse parvient finalement à chaque point de rendez-vous, les soldats qui allaient protéger la voiture en un convoi inviolable se sont évaporés. Involontaire, mais efficace. Le fameux Drouet, le mec qui va reconnaître Louis XVI, n'a plus qu'à interpeller par hasard le carrosse à Varennes. À ce moment-là, tous les dragons sont à l'écurie, en train de dormir, grâce au contre-ordre de Léonard. Mais attends, il sauve vraiment la France? Bah oui, parce que si le roi et la reine étaient passés à l'ennemi, le plan consistait vraisemblablement à égorger tout Paris, à guillotiner l'Assemblée nationale et à remettre les perruques géantes à la mode. Ah ouais, ouf. Oui, voilà, on n'aurait pas trop rigolé. Mais elle est incroyable ton histoire, mais il reste, il y a tout mais le attends, reste. c'est le début, il se passe plein d'autres choses après. Mais je te raconte pas comment ça va se terminer, il est incroyable. Spoil pas. Bah oui, fashionmoodboard.com. Allez sur fashionmoodboard.com. Bon bah c'était notre épisode un peu story time dans Débrief les défilés dans la DS, de Au cœur de la mode. Merci d'avoir écouté les hardcore. Merci les hardcore. Vous pouvez réviser tous les autres épisodes, il y en a plein maintenant, sur toutes les plateformes, même sur YouTube. On vous fait des gros bisous créateurs. Tu sais quand on va embrasser le créateur à la fin du défilé et que tu as l'impression d'embrasser la barre du métro tellement il a fait des bisous à tout le monde, eh ben on vous fait ça en vous disant un compliment. Vas-y, dis-leur un compliment. Comment Vous êtes beau. Vous êtes très beau. Bisous. Mais merci à Ulysse Goldman pour la prise de son et à Najim Moubarek pour le montage. Et ces effets spéciaux incroyables, ces bruits de carrosse.